Eh bien, il y a un tournant important, quelque chose est en train de se passer, comme Astrid vous l'a déjà dit lors d'une émission en urgence. Il se passe des choses au Moyen-Orient. En Arabie Saoudite, il y a en ce moment un blocus, il y a un brouillage. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, cela signifie que le signal n'est pas bon. Donc si quelqu'un voulait lancer des attaques contre l'Iran, ce serait très compliqué. Quelqu'un émet un signal de brouillage. À différents endroits du Golfe, cette technologie n'avait jamais été vue auparavant. Cela veut-il dire qu'ils se sont renforcés ? Une réunion urgente à Washington avec Donald Trump, donc en se concentrant sur ce qui se passe, il est possible qu'un conflit commence dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures. En ce moment, il y a une file d'avions qui se dirige tant vers l'Iran. Ils survolent pas la même zone qu'Israël utilise habituellement lorsqu'il attaque l'Iran. On ignore s'il s'agit d'avions israéliens ou américains, mais ils proviennent probablement de l'un de ces deux pays. Exactement le même itinéraire qu'ils empruntent habituellement au-dessus de l'Irak. Concernant les avions, il n'a pas été précisé davantage, si ce n'est qu'il s'agit d'avions militaires, des avions de chasse. Nous le saurons peut-être dans quelques instants, mais il faut rappeler que là-bas, il fait déjà nuit. Donc la visibilité n'est pas bonne. Les témoignages indiquent seulement qu'ils entendent déjà les avions de chasse en Irak. Ce moment donc serait déjà un prélude à un conflit. Les Iraniens sont en alerte maximale, Washington est en alerte, Donald Trump lui-même est en réunion d'urgence, donc des décisions sont en train d'être prises. Nous vous en parlons depuis déjà plusieurs jours. Le cessez-le-feu n'avait aucun sens, c'était un cessez-le-feu qui n'allait pas encore se prolonger. Aujourd'hui, Marco Rubio donnait un peu d'espoir en disant « Bon, il y a quelques avancées, mais honnêtement, on n'en voyait aucune ». Et surtout parce que l'information de ce prétendu accord a fuité, il s'agissait de 9 points. Or, dans cet accord, il n'est pas question du nucléaire, ni de la réduction du nombre de missiles. Disons que tout est très favorable pour l'Iran. Évidemment, cet accord serait difficile à faire accepter. Maintenant, si cela se passe de cette façon, il semble que c'est bien le cas. Il faut rappeler qu'il s'agit d'une guerre, et dans les guerres, parfois, l'information peut être confuse. Mais nous répétons essentiellement le même schéma que celui vécu en juin de l'année dernière, puis le 28 février lorsque le conflit a éclaté. 1h du matin, aux mêmes heures pour nous ici au Mexique, c'est toujours le même schéma, non ? Et en plus, c'est le week-end. Vous avez remarqué ça ? Le week-end arrive et les attaques commencent. Donc il semble que ça va être un week-end compliqué, un week-end, eh bien comme on dit, peut-être avec beaucoup de travail pour nous afin de vous informer en détail, mais évidemment avec énormément d'informations que nous allons vous partager ici. Surtout en pensant que si l'attaque entre dans cette nouvelle phase, l'avertissement de l'Iran, c'est que cela ne va pas rester au Moyen-Orient, c'est-à-dire que la guerre va s'étendre. Ils ne disent pas où, car il faut rappeler qu'ils n'ont pas de grande capacité militaire pour sortir de leur zone de confort, pour ainsi dire, à l'intérieur de l'Iran. Donc en ce sens, cela semble vraiment compliqué. Je veux dire, où vont-ils aller ? Plus qu'ils pensent à opérer de manière clandestine des sabotages. Aujourd'hui, je vous faisais un rapport sur la façon dont la cyberguerre a explosé. Une cyberguerre qui, selon les rapports, elle vient spécifiquement des Iraniens. D'ailleurs, on a trouvé sur le dark web et sur ces sites que des groupes, disons-le, dont on sait qu'ils sont du côté iranien. Ils ont recruté des hackers pour mener des opérations contre des institutions de toutes sortes. Donc il semblerait que la guerre hybride s'était déjà, disons, intensifiée. C'est du moins ce que l'on commence à souligner maintenant. Et c'était logique parce que c'est ce qui avait été prévu, c'était, disons, anticipé, on va dire, non. On avait prédit avant la Coupe du Monde qu'il y aurait un boom des cyberattaques. Ça, c'était déjà prévu dès le départ. Eh bien, on l'a vu lors des Jeux Olympiques en Italie, on l'a vu lors des Coupes du Monde précédentes, donc enfin, la géopolitique influence les événements internationaux. Et pas seulement ça, mais le fait qu'il y a quelques instants, la démission de Tulsi Gabbard a été confirmée. Nous en parlerons plus en détail ce soir. Tulsi Gabbard est la directrice du renseignement des États-Unis et sa démission a été acceptée. Apparemment, elle démissionne. Elle quitte son poste parce que son mari a un cancer des os. Regardez sincèrement à ce niveau-là, si la famille, le conjoint est malade, il ne s'arrête pas, il ne s'arrête jamais. Mais pour rien, absolument pour rien.
Et regardez, la chef de cabinet de Donald Trump en ce moment a un cancer et elle travaille comme si de rien n'était. Elle a un cancer, son mari a un cancer des os, d'après ce qui est rapporté. Et c'est pour cela qu'il décide de procéder à ce changement. Regarde, le couple, c'est-à-dire Tulsi Gabbard et son mari, s'est retrouvé dans énormément, mais vraiment énormément de controverses. À d'autres moments, tout comme cela s'est produit avec d'autres, avec beaucoup des personnages de Trump, ils sont toujours en train de se mêler à des drames et des controverses. Et je veux dire, ça ne veut pas dire qu'ils avaient tort ni rien, c'est juste que ça m'interpelle qu'elle va quitter un poste comme celui de chef du renseignement. On constate ici que Donald Trump voulait son départ depuis cette époque. L'un de ses meilleurs amis, de Donald Trump, est celui qui le pousse à se lancer dans la carrière politique. Celui-ci, Roger, comment s'appelle ce monsieur? J'ai oublié son nom. Il y a un documentaire sur lui, sur la façon dont il pousse, ou disons encourage Donald Trump à se lancer en politique. C'est lui qui a vu cela dans les années 80. Imaginez un communicateur et analyste, surtout communicateur, analyste, qui se consacre essentiellement à fonder, financer et soutenir des campagnes politiques républicaines. C'est lui qui a vu, qui a anticipé qu'il avait le potentiel pour devenir président. Par la façon dont il communique, parce que ce que défend ce monsieur Roger, voyons si quelqu'un peut m'aider avec le nom, le documentaire, Je l'ai recommandé plein de fois sur Netflix pour comprendre comment fonctionne la politique aux États-Unis aujourd'hui et comment elle fonctionne dans d'autres parties du monde. Il base son pouvoir et comment atteindre ses niveaux sur sa célébrité. Regardez bien, pas tellement sur tes mérites, ni sur ta politique, ni rien d'autre. Il le base sur la célébrité et c'est un personnage qui affirme que pratiquement tout le temps, tu dois générer de la controverse. Si tu es un politicien, et c'est fondamental, il suit, c'est-à-dire Trump suit exactement le schéma de ce personnage. Eh bien, il est sorti défendre Tulsi Gabbard à l'époque et il lui a dit « Ne la vire pas parce que si tu la vires, tu vas paraître très faible, les services de renseignement ne seront pas de ton côté, etc. etc. » Eh bien, maintenant, Tulsi Gabbard est déjà dehors, comme on dit. Peu importe comment ça s'est passé, elle est dehors et avec ça, il ne reste plus que. Pete Hegseth, en gros, c'est-à-dire Pam Bondi est déjà parti. Nous avons déjà vu comment non seulement la procureure est tombée, mais aussi des figures clés du cabinet de Donald Trump. Pratiquement, il n'en resterait que quelques-uns, celui du Trésor, et dans tous les cas, Pete Hegseth lui-même, le secrétaire à la guerre, celui du FBI aussi est là. Eh bien, il va bientôt être écarté, tôt ou tard ce monsieur le sera. N'est-il pas frappant que, pendant le conflit, la chef du renseignement soit écartée ? Il faut rappeler qu'elle a eu plusieurs désaccords parce que c'est elle qui révèle que le régime iranien était effectivement un peu plus affaibli, mais elle disait qu'il restait intact, c'est ce qu'elle a déclaré lors d'une audience au Congrès. Parce qu'on lui demandait « Bon, est-ce que le régime a déjà été détruit ? Est-ce que c'en est fini avec l'ayatollah Minei et je ne sais quoi d'autre ?» Et elle a dit « Écoutez, franchement, il est affaibli, dit-elle, mais le régime reste intact. » Et cela a beaucoup énervé Trump. Parce qu'au final, c'était la reconnaissance que oui, tu l'as laissé avec des égratignures, des blessures, des pertes, mais la structure du régime restait la même. Et je pense qu'à partir de là, ça commence. La rupture, pour ainsi dire, avec Donald Trump. Et Tulsi Gabbard, eh bien, avec ses controverses et tout, avait fait un travail intéressant. Parce qu'à la différence de Pete Gessler, à la différence d'autres politiciens. Quand elle sentait que, eh bien, même si elle contredisait Trump, elle disait la vérité, elle disait « Bon, eh bien, il m'arrive ceci, et l'affaire était de régler. » Elle l'a souvent contredit en donnant les informations telles qu'elles étaient, n'est-ce pas ? Et cela agaçait Trump, la procureure Pam Bondi ou même Pete Gessler, car c'est ce que Trump ne voulait pas. On lui dit toujours oui et on ne le contredit jamais, et c'est un sujet qui est dangereux, parce qu'au final, il faut bien te contredire. C'est pour ça qu'ils sont là, pour que si tu te trompes, les membres du cabinet te disent non, non. Regardez, c'est par ici, c'est par là, et ils doivent te dire la vérité en face. En gros, c'est elle aussi qui le reconnaît en tant que directrice du renseignement, ainsi que son équipe. Ils reconnaissent qu'ils n'avaient rien vu depuis juin, lorsque l'attaque contre les installations nucléaires a eu lieu. Elle dit, vous savez quoi ? Aucune preuve ni indice que les installations nucléaires aient été détruites. Elles sont simplement recouvertes sous terre. Il n'y a aucune preuve qu'elles aient été détruites, c'est-à-dire que personne n'a pu entrer pour vérifier cela. Et non, on ne voit pas la structure effondrée, on voit seulement où se trouvent les entrées détruites. Mais à part ça, je ne sais pas, on ne sait pas.
Elle l'a reconnu devant le Congrès dès juin dernier, ce qui avait déjà dérangé. Ensuite, les services de renseignement reviennent et disent « Regardez ». 75% des lanceurs de missiles sont toujours opérationnels. Au début, ils ne l'étaient pas, mais ils sont rapidement réparés et remis en service. Ils affirment que 70% des drones et missiles restent opérationnels. Aujourd'hui encore, les renseignements. Je crois que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, car nous l'avons aussi signalé aujourd'hui. Où les renseignements des États-Unis disent « Écoutez, en plus de tout ce que je viens de dire, cela a déjà été démontré. Il y a déjà des preuves que l'Iran fabrique des drones et des missiles, c'est-à-dire qu'ils ont déjà à nouveau la capacité de production, dit-il. Ils sont, comme on l'a dit, en train de se réactiver plus rapidement que prévu. Et ça, j'imagine que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça n'a pas dû plaire à Trump. Parce qu'au final, c'est un régime en colère contre toi que tu n'as pas pu détruire. Et maintenant, il se renforce. Eh bien, évidemment, clairement avec l'intention de répondre. Donc, comment va-t-il répondre ? Il ne va pas répondre en attaquant directement, mais il va répondre en attaquant les pays du Golfe, le pétrole, le détroit, en dominant le détroit d'Ormuz, etc. Donc, il n'y a pas d'intention de libérer le détroit d'Ormuz, n'est-ce pas ? Donc face à cela, eh bien, la seule solution, j'imagine qu'ils ont dû calculer, c'est celle-ci. Et à ce sujet, cette fois-ci, contrairement au 28 février, contrairement à l'attaque de juin, cette fois-ci, il semble, et il faudra attendre un peu plus longtemps. Mais il semble que le mouvement n'ait pas été initié par Israël, et n'ait pas été initié par l'Iran, n'ait pas été initié par les États-Unis, et n'ait pas été initié par Israël. Cette fois, il semble, et j'insiste, nous n'avons pas tous les détails, mais ce serait l'Iran qui l'aurait déclenché. Le mouvement non l'attaque, mais ils se sont placés en position offensive dès qu'ils ont commencé le brouillage. Alors, nous analysons actuellement toutes les informations et en discuterons ce soir, mais la situation est très mouvementée. C'est-à-dire, ce ne sera pas un week-end normal. Clairement, ce sera un week-end où il va se passer des choses. En fait, il s'en passe déjà, non ? Tout ce que je viens de dire en ce vendredi 22 mai est assez intense. Enfin, les 2 dernières guerres au moins et toute une série de situations qui n'ont cessé de s'intensifier, ça s'intensifie toujours après la fermeture du marché pétrolier et des marchés. Oui, c'est-à-dire les marchés ferment. Je vous ai dit, écoutez, la situation est calme, enfin... Calme, le pétrole est même en train de baisser à 104 $. Et je leur ai dit que quand il restait 20 minutes avant la fermeture du marché, je leur ai dit, écoutez, bon, il est presque 16 heures à New York, les marchés vont fermer. Je leur ai toujours dit avant que les marchés ferment. Vont-ils essayer de faire quelque chose pour effrayer les marchés et provoquer un effondrement des prix ou une hausse des prix dans le cas du pétrole ? Mais il ne s'était rien passé de bon. Mais quand l'heure du marché est passée, s'il doit y avoir un mouvement de la part d'Israël ou des États-Unis, c'est généralement une réponse. Donc cela me fait penser le contraire de ce que je viens de dire. Cela me fait penser que peut-être... Le mouvement que les Iraniens ont vu, c'est qu'ils ont observé un mouvement d'Israël ou des États-Unis ou des deux. Et ils ont dit « Préparez-vous à la guerre immédiatement » parce qu'ils ont lancé le brouillage, et avec ce brouillage, eh bien, ils essaient d'arrêter de possibles attaques de l'Iran, de possibles attaques, d'Israël ou des États-Unis. Donc ce que je veux dire, c'est que si l'opération commençait après la fermeture des marchés, c'est que ça venait des États-Unis ou d'Israël. Et si ça commençait avant, c'est que ça venait d'Iran. Parce qu'eux, ils veulent frapper les marchés et les États-Unis ont intérêt à ce que le pétrole baisse. En tout cas, bon, le point c'est que les marchés sont fermés en ce moment. S'ils étaient ouverts, on verrait très probablement le pétrole repartir à la hausse encore une fois, vers 116, 120 ou plus. Heureusement, c'est fermé. On attendra jusqu'à dimanche après-midi, à l'ouverture des marchés asiatiques, pour voir comment ça démarre là-bas. Mais indépendamment de ça, on va rester attentif, en informant en détail sur l'évolution du conflit, n'est-ce pas ? Jusqu'où cette situation va-t-elle s'aggraver ? Rapidement, je vais voir les commentaires. On va déjà au studio pour discuter. Le trajet va être un peu long à cause du trafic, d'après ce que je vois. C'est l'heure, n'est-ce pas ? C'est évidemment l'heure de pointe et tout ça. Bonsoir, comment vas-tu ? Salut, voyons qui est là. Marcella, comment vas-tu ? Marcella. Salut, bonsoir Marwan, salut, comment vas-tu ? Ems fidèle dit. Voyons, l'Iran l'a fait, ils ont caché beaucoup d'armements et j'attends. En attendant.
Ils ont utilisé les munitions américaines pour les abattre. Aujourd'hui, peut-être, Carlos, il faut se rappeler qu'ils ont dépensé trop de munitions et en plus très cher. Donc on avait déjà averti que les futures guerres allaient se dérouler avec des essaims de drones, avec des armes très bon marché, mais très, disons, massives. Alors, ça a marché avec l'Ukraine ou ça marche avec l'Ukraine? En ce moment, dans cette guerre en évolution, la Russie a dû s'adapter en utilisant des drones, n'ayant pas d'autre choix. Ainsi vont les guerres. Et les mêmes Iraniens participent à la guerre de manière directe, pas indirecte, de manière directe, avec des armes, et on sait qu'il y a des Iraniens en Crimée qui opèrent. Mais depuis le début. C'est un sujet, non? Ils n'ont pas de troupes, mais des conseillers et des militaires qui opèrent les drones et apprennent d'eux, non? Alors, ces fameux Shahed qui ont causé beaucoup de problèmes et que les Ukrainiens savent comment arrêter, n'est-ce pas? Donc c'est aussi un sujet dont vont profiter, j'imagine, comme les pays du Golfe et les États-Unis eux-mêmes, même Israël a déjà négocié avec l'Ukraine. Alors la prochaine phase est-elle une phase adaptée à la guerre des drones? Et apparemment, disent les Iraniens, eh bien une guerre qui va s'étendre à d'autres régions. Où? La question est, l'Europe, les États-Unis, guerre hybride, sabotage mondial? Je ne sais pas, on pense à trop de choses. Attention aussi. Au fait, l'équipe de football de la République démocratique du Congo va aller à la Coupe du Monde et tout à l'heure, on regardera comment ça va se passer. Mais apparemment, on leur dit qu'ils doivent entrer en quarantaine de 21 jours, ce qui n'est pas. 40 dans ce cas, c'est 21 jours. Parce que la Coupe du Monde commence dans 20 jours donc. En gros, ils doivent être en quarantaine à partir d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Dès maintenant, pour aller à la Coupe du Monde et entrer aux États-Unis, il sera intéressant de voir comment ils géreront ce sujet. Parce qu'évidemment, ce n'est pas seulement l'équipe de la sélection, mais aussi tout le staff technique qui vient de la République démocratique du Congo. Quelle Coupe du Monde étrange! Si géopolitique est surprenant, tant de choses intéressantes, non? Mais bon, c'est comme ça, c'est la situation. Je continue de lire les commentaires. Comment vas-tu, Panterita? Merci beaucoup pour ce like. Un grand salut à Francisco Arce. Francisco, comment vas-tu? Leonardo et Pepe en direct. Les mesures prises par les pays pour contrôler le marché et freiner la hausse du pétrole sont temporaires, car les marchés finiront par anticiper ce mouvement. Totalement d'accord, et tu vois, sur les marchés, la spéculation fonctionne. Mais seulement pendant une courte période, n'est-ce pas? Mais dans la réalité du quotidien, il y aura toujours la véritable vente et l'achat du produit, que ce soit de l'or, du pétrole, peu importe. Donc si soudainement il n'y a plus autant d'achats, on va dire, n'est-ce pas? Et tu sais quoi, regarde, moi j'achète déjà au Venezuela, au Mexique, à qui tu veux, à l'Angleterre, à n'importe qui, à celui qui vend du pétrole, non? Je suis déjà en train d'acheter, j'ai déjà mon approvisionnement, je n'ai pas besoin d'acheter au prix qui sont là. En plus, je n'en ai même pas besoin, j'ai déjà mes réserves. Et c'est là que le prix va chuter, ou alors le contraire, n'est-ce pas? Tout à coup, ils ont déjà sorti plusieurs fois des réserves, je ne sais même plus combien, il y en a eu beaucoup dans le monde, non? Ces réserves vont s'épuiser, non? Et en plus, je ne savais pas ça. Mais apparemment, en juin, juillet, enfin tous ces mois-là, on consomme beaucoup de carburant. À cause des vacances, les gens sortent. Donc pendant ces périodes, apparemment, on dépense beaucoup de carburant. Je vais vérifier ça. Ce calcul était fait par certains sites, des sites d'actualité que j'ai consultés, pour voir si c'est vraiment vrai. En fait, je m'imaginais plutôt que la consommation était plus élevée pendant les périodes de travail que pendant les vacances. Mais bon, le point, c'est qu'ils estiment que l'approvisionnement ne tiendra pas encore pendant des mois. L'Angleterre est en alerte, c'est pourquoi on me demande de faire attention au carburant, alors que ce pays produit du pétrole. Je veux dire, non, ce n'est pas rien, c'est quand même étrange, non? Sincèrement, il dit « Comment vas-tu ?»« Bonjour Carlosa. » Eh bien, à toute la communauté qui arrive, merci beaucoup. Leonardo Panteri Panderillo. On se retrouve tous dans un petit moment, on continue avec les informations sur ce qui se passe dans le monde. On a une journée, eh bien, plutôt belle. On vous montre, on vous met ici le ciel pour que vous voyiez l'endroit. Regardez, c'est vraiment très beau. Il fait 33 degrés, le soleil est déjà pratiquement couché et on est déjà dans la fameuse heure magique, n'est-ce pas? Le ciel est dégagé et des jours de pluie. Tous les petits arbres sont très verts, n'est-ce pas? Donc, eh bien, c'est idéal. Je vais continuer à vous partager ce qui se passe plus tard. Merci beaucoup de partager, de liker. Écoutez, on se revoit dans un petit moment en direct ce soir. À tout à l'heure.